nous ont touchés tous dans tous les pays du monde et donc nous sommes beaucoup plus nombreux dans l'exercice du métier de l'enseignant, donc femmes nous sommes beaucoup plus nombreuses, femmes que les hommes. Et donc on a plus d'étudiantes que d'étudiants. Alors 58 interviewés ont répondu à certaines questions et donc là, d'ici découle une certaine difficulté dans mon rapport aujourd'hui parce que les questions leur ont été posées étaient bien sûr les questions qui ont été formulées en russe, étant donné que les étudiants ne parlent pas français pour l'instant ou très peu. Alors, c'est pour ça que je vais vous reproduire les résultats du sondage sans trop détailler les réponses. Alors, pourquoi on a choisi cet institut? Donc, les données sont distribuées, donc les réponses ont été distribuées de cette façon. Et donc, j'attire votre attention sur les majorités des points. Pourquoi on a choisi précisément notre institut à nous? Donc, parce qu'il est tout d'abord très bien situé. Il se trouve en plein centre de Moscou. Ça nous a étonnés. C'est-à-dire que ce n'avait pas été un choix parce que c'était un choix parmi d'autres. Et donc, je vous dirais que l'Institut des langues étrangères de notre université n'est pas la seule et l'unique à enseigner le français à Moscou, mais quand même, il a certains avantages par rapport aux autres. Donc, partie suivante, justement, donc, les 25% des interviewés ont souligné l'aspect prestigieux de notre université. Donc, c'était un QCM, une question à choix multiple. Donc, on a pu choisir plusieurs réponses. Donc, c'est-à-dire que si vous calculez la somme, ça ne vous donnera pas 100%, mais donc, il y a quand même les points dominants. Donc, 33%, la localisation réussie. Quand même donc un quart a souligné l'aspect prestigieux de notre université et 27% ont indiqué quand même un certain intérêt vers la spécialité. Donc, mais par ailleurs, donc vous voyez que la localisation a joué beaucoup plus que intérêt envers le français, envers l'enseignement du français. Parmi les moins nombreux, on a dû indiquer la langue. Donc, c'est ici que ça trouve le français à la première position, avec seul pourcent des répondants qui ont dit que quand même, il s'agit d'une langue qui jouit d'un prestige. On a aussi indiqué parmi donc, les 3%, c'est aussi un désir d'entrer à l'université avec son ami, ce qui était aussi renforcé par un désir assez spontané, les 11%. Alors, donc, c'est-à-dire que nous avons au début un public quand même qui a un certain intérêt envers la profession de l'enseignant, mais quand même, il y a des réponses qui nous font réfléchir, qui nous laissent du terrain à comment nous pouvons réactiver ou bien faire motiver ces apprenants envers leur future profession. Question suivante, pourquoi quand même le français et pas une autre langue? 38% ont indiqué un plaisir d'entendre, un plaisir d'avoir quand même une fois ou des fois essayé à apprendre cette langue, c'est-à-dire donc au moins on a pu, je ne sais pas, ouvrir un certain manuel de français pour voir comment on peut apprendre cette langue. 23% quand même ont indiqué qu'ils l'ont apprise, cette langue, ils l'ont apprise à l'école en tant que la première ou la seconde langue étrangère, donc parce que le français cède, comme partout dans le monde, cède la place aux écoles, donc il passe vers la deuxième langue étrangère et non pas vers la première langue étrangère comme ça a été assez souvent le cas avant. Donc, 23% ont indiqué, c'est ici, 23% ont indiqué qu'ils s'intéressent à la culture française.
13%, pardon, 13% soulignent un choix inconscient ou pas trop conscient de se décider, de se prédestiner à apprendre cette langue, ce qui nous bloque davantage dans nos réflexions. Donc, on ne fait pas face à un public très, très motivé quand même, mais qui sera quand même placé après aux écoles secondaires de Moscou. Et donc, avec les 11% ont indiqué qu'avec le français, on pourrait trouver du travail, et un travail plutôt intéressant. À la question qui a été posée, si on vous avait proposé de choisir, de changer le français contre une autre langue, quand même, la majorité des interviewés ont répondu que non. Donc, on voudrait quand même essayer de l'apprendre. Mais avec ceci, je vous assure que l'échec que nous vivons, l'échec universitaire, nous vivons quand même d'une année sur l'autre. Certains étudiants qui partent, qui quittent la fac parce qu'ils quand même, ils ont compris que ce n'est pas le cas de rester dans l'apprentissage du français. Parmi les 37%, 36% pardon, qui ont répondu oui, donc oui, j'aurais pu renoncer au français. 11% ont déclaré vouloir renoncer pour l'anglais, 4% pour l'italien, 2% pour l'allemand, et donc parmi d'autres langues qui ont été indiquées, c'était le chinois, l'espagnol, le serbe et le japonais. Donc vraiment un éventail assez étonnant. Quand même, à la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre choix de profession? La majorité, les 20%, les 20 personnes, 34% ont répondu qu'ils sont plutôt satisfaites. Donc, ils ont mis un 4. Donc, un 3, donc l'échelle a varié de 1 jusqu'à 5. Et donc, vous voyez quand même que les interviewés ont été plutôt satisfaits du choix. Pas tout à fait, donc, parce que à 5 sur 5, la satisfaction n'a touché que 13%, 13 personnes, 22%. Donc, comment vais-je apprendre le français? La question qui a été assez large. Donc, la majorité, quelques 50% ont répondu qu'ils vont quand même travailler en autonomie, en autodidaxie pour renforcer l'apprentissage du français à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre encore davantage, qu'ils vont travailler à eux seuls à part les cours. Donc, on en a dit aussi que pour perfectionner le français, pour finalement le maîtriser bien, il faut lire des livres en français, en version originale, voir des films en VO et communiquer avec des francophones. Donc, c'est-à-dire que si on parle, donc je passe à la conclusion plutôt parce que je crois que je suis dans le... oui, donc je laisse du temps pour l'échange. Je suis plutôt dans les doutes qu'on a vraiment un public bien conscient au début de l'apprentissage du français, au début du cursus universitaire professionnel. Donc, ce n'est pas un français français, mais c'est un français dans le cadre de la discipline du domaine pédagogique. Et dans ce cas-là, ils deviennent prospectives. Et l'analyse suivante portera, le travail suivant portera sur un travail vraiment plus approfondi parce que les résultats que je vous ai proposés, ils datent de l'année dernière. Depuis, on a eu quand même
assez du temps pour reformuler notre apprentissage. Et donc, quand même, on va voir aussi davantage, on va faire d'autres choses, on va parler, on va faire d'autres sondages, des briefings, rapports de stage pour voir comment les étudiants qui ont commencé l'an dernier et qui ont vécu le confinement, donc c'est-à-dire qu'on les a vus dans le premier semestre de l'année universitaire précédente et qu'on l'a revu que via les plateformes de communication Microsoft Teams. Et donc, on travaille de façon mixte, donc on combine maintenant le présentiel et le distanciel. Mais donc, comment on doit apprendre et comment on doit apprendre à ces personnes-là qui se trouvent un tout petit peu dans un état perplexe, dans la malcompréhension de son métier et de son choix, de leur métier et de leur choix. Et donc, comment on va leur apprendre le français. Donc, la question est de savoir, d'une part, comment au début du parcours académique se perd le choix du français comme langue de profession dans un contexte local actuel où l'anglais reste fort dominant. Quels sont les éléments de motivation qui poussent les individus à s'engager dans l'apprentissage du métier de l'enseignant? Et d'autre part, comment les étudiants évaluent-ils, vers la fin de leurs études universitaires, leurs acquis linguistiques et compétences langagières en français, avant d'entrer en exercice du métier? Dans ce contexte, les données recueillies peuvent être théoriquement aussi variées que les combinaisons possibles de ces variables-là. Alors, je vous remercie d'être là avec moi et je suis prête à répondre à vos questions et je suis prête à partager mes réflexions davantage si vous y êtes intéressé. Alors, merci pour votre communication, mais pour respecter l'horaire, je vous propose de reporter les discussions à la fin de la séance. D'accord. Et maintenant, je voudrais... on passe à la communication de Madame Dina Savlovska, dialogue interculturel en ligne, communication ratée dans un projet collaboratif. Je passe la parole à vous. Pardon. Chers collègues, bonjour. Je me permets quand même de faire un bref commentaire en lien entre ce qui vient d'être dit parce que moi, je représente l'Université de Lettonie et depuis 10 ans maintenant, on est passé à un nouveau programme professionnalisant qui malheureusement va être clos suite aux exigences européennes. Donc là où on prépare de futurs enseignants de 2 langues à partir du niveau 0, et je pense qu'il y a une seule chose qui, à mon avis, manquait dans la recherche que vous avez effectuée, c'est que quand demander aux clients d'un restaurant comment ils voient la composition de plats ne nous amènera pas forcément à découvrir la recette. Donc peut-être si on veut savoir quelles compétences intégrer dans la formation, il vaut mieux s'adresser à des établissements scolaires et demander à ces établissements et au ministère de l'Éducation ce qu'ils attendent des enseignants. Et les élèves, enfin les étudiants à l'université, ils veulent toujours avoir du divertissement et passer du beau temps. Oui, Donc, mais je vous remercie, Dina. Mais justement, c'était une autre étape. Donc, là-dessus, je ne me suis concentrée que sur les demandes des clients. Tandis que, bien sûr, que nous travaillons et donc on a d'autres données pour les professionnels. Vraiment, là, ce sont des petits qu'on accueille, mais donc quand même, on ne fait pas que sur leur choix et sur leur désir. Si vous souhaitez, on peut continuer, mais c'est vraiment ici, on manque de communication dans cet espace. Mais bon, chers collègues, je passe à mon sujet. Je suis ravie de vous présenter notre
communication intitulée Dialogue interculturel en ligne, communication ratée dans un projet télécollaboratif qui est préparé à la base du projet que nous avons mis en place avec ma collègue Dora Loisidou de l'Université de Chypre. Quelques mots sur le cadre de projet dont je parlerai. Les projets télécollaboratifs, collaboration via Internet des groupes de participants, des établissements ou même des pays différents, ont souvent pour objectif de faciliter la communication interculturelle entre les classes d'apprenants de différents pays. En tant qu'exemple bien connu, je cite bien évidemment Cultura, le projet qui propose aux participants de confronter leur représentation culturelle avec celle des participants d'un autre pays. Le déplacement des discussions de la classe de langue dans un espace de forum asynchrone semble encourager les apprenants extravertis et moins confiants à prendre la parole, à interagir avec leurs pairs, à exprimer leur avis. Or, la pratique de mise en place des discussions interculturelles en ligne montre que l'implication interactionnelle des apprenants reste vraiment souvent limitée. Nous sommes donc partis du constat d'un certain niveau de formalité, de superficialité des échanges entre les participants constatés dans des projets précédents et nous les faisons depuis déjà 11 ans avec ma collègue, donc avec des partenaires en France, au Luxembourg, à Chypre, dans d'autres pays aussi. Et donc, nous avons décidé de proposer un nouveau projet dont l'objectif était justement d'étudier les stratégies de communication utilisées par les apprenants dans des discussions interculturelles avec des pairs. Il s'agit donc, dans notre cas, d'une recherche expérimentale qui suit, donc, sur un projet télécollaboratif qui suit le modèle du projet Cultura. Et deux groupes d'apprenants ont travaillé, celui de l'Université de Lettonie et celui de l'Université de Chypre. On a eu plus d'étudiants, mais les étudiantes qui ont participé du début à la fin, qui ont aussi participé dans des entretiens, il y en avait 17 en tout. Donc, les étudiants ont été invités à interagir dans un espace de discussion commun, forum de discussion, plateforme éducative Moodle de l'Université de Lettonie, autour des situations liées à leurs valeurs culturelles. Donc, si je simplifie, donc on a posé deux questions. Est-ce que les participants communiquent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un échange dans les forums et comment est-ce qu'ils communiquent? Voyons maintenant les tâches proposées à nos apprenants et par conséquent le corpus recueilli. Donc, après une semaine de prise de contact, nous avons travaillé pendant 4 semaines. Les apprenants ont travaillé selon un rythme hebdomadaire, ce qui nous a permis de discuter 4 thématiques très diverses, dont les introductions, vous voyez sur la diapo. Les axes étaient les différences entre le nord et le sud. Vous devinez que ce sont la Lettonie et Chypre. Les valeurs de famille, xénophobie, le mal du pays. Chaque tâche comportait 4 étapes. La première étape, c'était l'étape des associations. On demandait à nos apprenants de proposer des mots qui liaient, par exemple, à la notion de famille. La deuxième étape, situation, où dans 3 forums de discussion, nous avons proposé aux apprenants d'écrire leur avis, de réagir aux avis des autres par rapport aux situations diverses liées à la thématique discutée. L'étape 3, synthèse, c'est un forum également où les étudiants étaient invités à écrire un bilan sur les associations de leurs pairs, sur les situations vécues, donc sur la thématique. Et l'étape numéro 4, vous voyez que l'icône est différente, journal d'étonnement, puisque c'était un espace privé où les apprenants ont été invités à exprimer leur avis sur les discussions
public, mais en privé. Donc, seuls les enseignants avaient accès à ce journal d'étonnement. Afin de répondre aux questions posées, nous avons croisé l'analyse des messages publics de l'étape 2, 269 messages en tout, et les messages privés de l'étape 4. Donc, je passerai très vite, même trop vite, sur les méthodologies et j'en parlerai sûrement plus en détail dans l'article. Dans un premier temps, nous avons analysé les messages des apprenants en utilisant l'analyse du contenu pour identifier s'il y a effectivement un décalage d'avis dans le forum public et dans le journal d'étonnement par rapport au forum public. Dans un deuxième temps, nous avons cherché à voir comment les apprenants expriment ou comment est-ce qu'ils dissimulent leur avis en utilisant l'analyse du discours et en appliquant le cadre théorique de la théorie de politesse, selon laquelle tout membre de société cherche à éviter stratégiquement des conflits dans une interaction sociale coopérative. Donc, autrement dit, dans une interaction coopérative, et tel est notre cas, le cas de la télécollaboration, on ne veut pas perdre sa face. Autrement dit, je veux que les autres pensent bien de moi. On a tendance à aider notre interlocuteur à ne pas perdre sa face à lui. Autrement dit, je ne dis pas quelque chose puisque cela peut déranger mon interlocuteur. Ou si j'agis différemment, j'effectue les actes menaçant les faces. La première étape était de comparer si les participants modifient leur avis quand ils changent de dispositif. Forum public, journal d'étonnement individuel. Effectivement, la majorité a tendance de modifier au moins légèrement l'avis exprimé dans le forum. Le plus souvent, les apprenants ont renforcé leur avis dans le journal d'étonnement. Et il y a effectivement une partie d'apprenants qui ont changé d'avis dans leur poste privé ou qui ont exprimé un avis divers. Lors de la deuxième étape, nous avons analysé les messages du forum public pour identifier les stratégies de politesse utilisées par les apprenants. Et je veux maintenant passer à l'exposé de quelques conclusions en croisant les deux analyses. Dans les thématiques qui ne prévoient pas d'échange d'avis sur un sujet polémique, par exemple des questions sur les endroits à visiter dans leur pays, les étudiants ont plus tendance d'utiliser les substratégies de politesse positive. Nous constatons la prise en considération de la volonté de la phase positive des pairs. Les apprenants posent des questions pour se connaître, s'adressent directement les uns aux autres, se tutoient. Autrement dit, nous retrouvons les marqueurs de la volonté d'être reconnus par les autres participants en tant qu'individus amicaux, prêts à s'engager dans les échanges avec les autres, ne voulant pas provoquer de conflits. Mais vous voyez en même temps que les postes des apprenants sont très brefs et très primitifs. Dans le cas où la situation n'est pas polémique pour l'apprenant lui-même, donc là c'était le cas de payer pour un copain qui paye pour qui dans un café, nous avons retrouvé, donc si le sujet n'était pas polémique pour l'apprenant lui-même, nous avons retrouvé le même avis formulé de la manière presque à l'identique dans le journal d'étonnement. L'apprenante ici, elle formule en même termes pratiquement que dans le forum public. Elle s'étonne même de l'existence d'un autre avis sur le même sujet. Et ici, vous voyez, je peux vous dire que ce sont les... donc à votre gauche, vous voyez le post dans le forum, à votre droite, c'est le texte de son journal d'étonnement. Ce sont les messages de la même étudiante que sur la diapo précédente.
Bien souvent, même si la vie ne change pas globalement, les apprenants renforcent leur positionnement dans les postes privés du journal d'étonnement, où leur seul lecteur, je le rappelle, le seul lecteur potentiel est l'enseignant du groupe. Par exemple, quand on demande de s'exprimer sur la possibilité d'adoption des enfants par des couples homosexuels, une apprenante exprime son avis négatif dans le forum, elle dit « je suis contre, c'est bizarre », mais elle le renforce dans son journal. « Je suis absolument contre, c'est très étrange », elle qualifie même cette situation comme étant anormale. Les thématiques controverses et délicates sollicitent les étudiantes à employer les substratégies de la politesse négative, les actes menaçant les phases faits non ouvertement. Il s'agit de l'ignorance des étudiantes par rapport au positionnement des autres vis-à-vis des sujets mentionnés. Les étudiantes le disent clairement dans leurs journaux, « je voulais offenser personne ». Par exemple, dans le cas de discussion au sujet des migrants, vu que la situation est délicate, les étudiants essayent de minimiser le risque de perte de leur face ainsi que de la face des pairs. Dans les messages publics, elles disent vouloir aider les réfugiés, tandis que dans les postes privés, on retrouve très nettement dit leur positionnement bien négatif. Autrement dit, nous remarquons globalement que l'engagement des apprenants dans les discussions est en corrélation avec le sujet proposé, ce qui est tout à fait naturel et attendu. Plus le sujet est controverse, plus il y a effectivement de choses à dire, moins les apprenantes expriment leur avis. Et le contraire, plus le sujet est neutre, plus elles se parlent, mais ces discussions restent très superficielles. Suite aux observations faites lors de cette expérience, on peut se demander si ce n'est pas la culture de discussion qui est en crise. En effet, nous sommes devenus extrêmement prudents quand on communique en ligne, puisqu'on ne peut plus que poster un commentaire positif. Autrement, une vague de réponses négatives va nous faire fondre. Un certain code de l'autocensure s'installe dans l'espace qui nous semblait être si prometteur pour faire discuter nos apprenants. Et donc finalement, les forums de discussion, même sur des plateformes éducatives, sont vécus comme un environnement hostile où on ne peut plus exprimer son avis. Et là, je voulais terminer avec une citation trouvée en ligne. Donc, avant de se disputer, il faut d'abord discuter. À une lettre près, cela change tout. À nous, éventuellement, à nous, aux enseignants, de voir comment faire revenir cette culture de discussion dans le quotidien de nos apprenants, puisque la diversité des opinions est cruciale pour l'existence de l'humanité. Merci bien. Merci beaucoup pour vous. C'était vraiment très intéressant. Et est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non? Alors, pour moi, c'était très intéressant vos sujets de situation. Alors, comment vous avez choisi les situations? Est-ce que vous avez des critères ou... Alors ça, c'est issu de la pratique. On a essayé de choisir les sujets les plus discutés sur les médias et les sujets du moment. Donc c'était, vous avez vu, c'était en 2019, donc c'était pas encore le confinement peut-être et le port de masque, mais c'était encore les sujets de migrants qui intéressaient tout le monde, par exemple. Les étudiantes ont beaucoup... il y avait un seul sujet sur lequel toutes les étudiantes ont consenti, on échangé, c'est sur le port de mini-jupe obligatoire. Donc là, c'était le cas. Est-ce que, par exemple, vu une vague de migrants issus d'une autre religion, on devrait interdire le port de mini-jupe à l'université? Donc, toutes chrétiennes, toutes orthodoxes ou catholiques, enfin, elles ont vraiment protesté.
Mais j'étais consciente qu'elle faisait partie d'une communauté. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une question. Tout d'abord, merci Dina pour ton intervention, très très intéressante. Je voudrais juste te poser la question suivante. Est-ce que vous n'avez pas pensé, toi et ta collègue, bien évidemment, à un facteur suivant? Les opinions des étudiantes vous ont paru assez, je ne sais pas, brèves, laconiques, superficielles, bien évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'elles ont peur de s'exprimer par écrit ou qu'elles ont peur de, je ne sais pas, de faire trop d'erreurs, de ne pas savoir s'exprimer bien à l'écrit en français? Est-ce que vous avez pensé à Oui, c'est leur 3e télécollaboration. Donc, c'est forcément pas une frustration face à Moodle, c'est une 3e. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Et alors maintenant, on passe à la communication de M. Ahmed Abougalta. Ah, je passe la parole à vous. Il faut allumer le micro. On ne vous entend pas. Le micro, Voilà. monsieur. Je voudrais juste partager mon écran avec vous, mon écran, pardon. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? C'est bon? Oui. Oui, Est-ce que vous m'entendez? c'est bon. C'est bon, merci. Oui. Alors, je pourrais commencer alors. Chers organisateurs du colloque, chers collègues, chers toutes et tous, bonjour. Je me permets déjà de remercier les organisateurs de ce colloque pour l'organisation et pour la gestion précieuse de celui-ci. Alors, je vais commencer par rappeler l'intitulé de ma communication. En effet, ma communication s'intitule « L'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'enseignement-apprentissage de la compétence textuelle en langue étrangère ». Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une nécessité? Le cas de français langue étrangère dans le contexte universitaire palestinien. Alors, afin de mieux structurer, de schématiser, de mieux suivre la présentation, je me permets d'annoncer un petit plan. Alors, je commence par introduire mon travail de recherche tout en justifiant le choix de la thématique de la recherche et aussi tout en évoquant les objectifs de l'étude. Ensuite, j'en passe à la partie expérimentale de la recherche où je présenterai l'expérimentation que j'ai menée l'année dernière et que je mène d'ailleurs toujours, ainsi que la méthodologie adoptée et le public adapté à l'étude. Par la suite, je vous présenterai les 2 corpus textuels sur lesquels repose mon étude de recherche et je synthétiserai l'analyse des données et des résultats. Et pour conclure, je vais terminer par un mot de conclusion. Alors, il s'agit quoi comme étude? Donc, mon étude repose sur 2 corpus textuels où il s'agit d'analyser dans un premier temps et puis après d'évaluer des productions écrites de mêmes apprenants, aussi bien au niveau microstructurel qu'au niveau macrostructurel. Et puis après, de les comparer à 2 niveaux d'élaboration. Passons maintenant au choix de la thématique de la recherche, autrement dit, pourquoi j'ai choisi de travailler essentiellement et principalement sur la compétence de l'expression écrite et non pas une autre compétence. Eh bien, tout simplement parce que la compétence de l'expression écrite est la compétence, j'ai envie de dire, la plus difficile selon l'apprenant palestinien. Et selon d'ailleurs une étude que j'avais déjà menée en Master 2 en 2018 et qui a montré effectivement que la compétence de l'expression écrite est la compétence la plus
la plus difficile pour l'apprenant, notamment, en fait, nous, au Moyen-Orient, surtout en Palestine, nous avons cette culture de l'oral qui est tout à fait à l'opposé de la culture occidentale qui est celle de l'écrit. Et c'est pour cela que j'ai choisi de travailler sur la compétence de l'expression écrite, même dans le cadre de mon doctorat. Alors, maintenant, j'arrive aux objectifs de la recherche. Quels sont les objectifs de cette étude? Premièrement, il s'agit d'évaluer en quoi l'intervention des natifs et des francophones non apprenants et leurs compétences, j'ai envie de dire intuitives, pourraient influencer l'écriture et la compétence d'expression écrite chez l'apprenant palestinien. Deuxièmement, tester l'impact de l'intégration des technologies de l'information et de la communication sur l'acquisition, enseignement, apprentissage de l'expression écrite. Troisièmement, il s'agit également de déterminer le niveau de conscience de cette fameuse compétence, aussi bien chez les apprenants palestiniens que chez les natifs francophones participant à la tâche collaborative en ligne. Enfin, tester si l'apprenant palestinien pourrait être un acteur social de son apprentissage et si on pouvait mettre en place une réelle approche interactionnelle sous contrainte relationnelle, même si dans un contexte exolingue qui est le contexte palestinien. Attaquons maintenant la partie expérimentale de cette recherche. Alors, dans le cadre de ma recherche, j'ai adopté la recherche dite recherche-action, où j'avais demandé en effet aux apprenants palestiniens l'année dernière, qui étaient d'ailleurs en quatrième année, et qui devaient avoir le niveau B2 selon le cadre européen commun de référence, de co-rédiger en fait des textes, enfin des articles parlant des villes ou villages de leur choix en français, et puis après de les publier sur la plateforme Wikipédia en ligne. D'accord? Donc là, j'ai demandé uniquement aux étudiants palestiniens qui étaient au nombre de 18 étudiants. En fait, de chaque étudiant, ils rédigent ensemble l'article et puis après, le corps rédigé ensemble, puis après la publier sur Wikipédia en ligne directement. Ensuite, j'ai demandé également, une fois que cette première version est publiée sur Wikipédia, j'ai demandé aux natifs et aux francophones de relire les textes déjà publiés et écrits par les apprenants, de réviser ces textes-là, de les modifier et de les corriger. D'accord? Donc, pour ce faire, j'ai mis sur place un projet d'écriture collaborative en collaboration avec le chef de département de l'université de An-Najah à Naplouse en Palestine, où j'ai commencé en effet, où j'ai commencé mon projet par le fait de mettre les apprenants palestiniens en contact réel et authentique avec les francophones et natifs, par le fait de créer en fait un groupe Facebook fermé pour qu'ils puissent échanger et discuter. Et très vite, l'idée de ce projet, c'est que chaque en fait, étudiant rédige ensemble sur une ville, sur un village palestinien et publié par la suite sur Wikipédia. Autrement dit, donc, il s'agit d'une première version de leur part. Après, c'est là où l'intervention des natifs et francophones survient, où ils sont demandés de relire, de modifier, de corriger les textes, mais surtout d'apporter un feedback ou des commentaires en fait sur les textes qu'ils ont lus via soit la discussion, la fonction discussion fournie par la plateforme Wikipédia, ou alors sur le groupe Facebook que j'avais créé.
Donc, nous remarquons qu'il y ait en effet une double collaboration dans le cadre de ce projet. En d'autres termes, il s'agit d'une première collaboration entre les étudiants palestiniens entre eux-mêmes, parce que chaque deux étudiants rédigent ensemble sur un texte. Et aussi, il y a une seconde collaboration entre les étudiants palestiniens et les natifs et francophones qui participent à la tâche de l'édition et de la correction des articles publiés de leur part. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, donc là, il s'agit des textes que les étudiants palestiniens ont rédigés sur Wikipédia. Donc, c'est un texte qui s'appelle Assira Shamalia, c'est une ville dans le nord de Palestine. Voilà, donc ils ont en fait ils ont rédigé des textes en français sur des villes qui n'existent pas encore sur Wikipédia. Donc là, c'est la plateforme Wikipédia. Et là, c'est le groupe en fait, Facebook que j'avais créé pour la discussion, pour l'échange entre les apprenants et les natifs et francophones. Alors, concernant la partie analytique dans mon étude, alors, la recherche, en effet, comme je l'ai précédemment dit, elle repose en fait sur deux corpus textuels. D'accord? Donc, le premier corpus est un corpus manuscrit. Autrement dit, c'est un corpus, j'ai envie de dire, sur format papier, où les étudiants palestiniens rédigent sur un sujet problématique, sur un sujet descriptif ou argumentatif, des textes, mais individuellement. D'accord? Donc, ça, c'est le premier corpus. Le deuxième corpus, comme je l'ai dit aussi, est un corpus textuel, mais numérique, médiatisé, où j'ai collecté en effet les articles rédigés et publiés sur la plateforme Wikipédia. Là, dans le cadre du deuxième corpus, j'ai collecté les deux versions. La première version qui a été rédigée et publiée sur Wikipédia par l'apprenant palestinien, et la toute dernière version qui a été modifiée, corrigée, relue et commentée par le francophone ou le natif français. Suite donc à la collecte de données, et donc voici une brève étude comparative de deux corpus textuels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le premier, comme vous pouvez le remarquer dans le tableau, le premier corpus textuel manuscrit, l'enseignant en effet est le seul destinataire et évaluateur des textes, alors que dans le deuxième corpus, c'est l'enseignant, et puis après les natifs et francophones et d'autres Wikipédiens qu'on ne connaît pas en effet, sont les destinataires, les évaluateurs des articles. D'accord? Alors, le premier corpus textuel, donc, est rédigé juste par en fait, le texte dans le corpus manuscrit est rédigé par un seul étudiant, alors que dans le corpus numérique, il est en fait écrit en double collaboration entre les étudiants palestiniens eux-mêmes, et puis après, pour la phase que j'ai appelée phase édition, entre apprenants palestiniens et aussi les francophones et natifs. J'ai remarqué en effet, donc il s'agit en fait d'une analyse linguistique manuelle. J'ai remarqué que dans le corpus textuel manuscrit, ce sont les erreurs phrastiques en effet qui sont les plus accentuées dans ce corpus-là, mais peu d'erreurs phrastiques dans le corpus numérique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, dans le corpus numérique, quand on rédige directement les textes en ligne, sur les traitements de texte, sur les logiciels, quand on fait une erreur d'accord, quand on fait une erreur de conjugaison, et ces logiciels-là, en fait, ils proposent des corrections tout de suite. Par contre, quand on écrit sur un format papier, là, on se trompe beaucoup plus. C'est pour cela, en fait, les erreurs phrastiques sont plus présentes dans le corpus manuscrit que dans le corpus numérique.
J'ai remarqué également qu'il y a des erreurs au niveau de l'ensemble du texte, aussi bien dans le corpus textuel manuscrit que dans le corpus numérique, où les apprenants, en effet, ils avaient du mal en fait à progresser les idées, à annoncer un plan de leur exposé, la progression thématique, etc. Donc, tout ce qui est en rapport avec la macrostructuralité du texte était, hélas, omise de leur part. C'était en fait un problème partagé dans les deux corpus. Le premier, donc les textes dans le corpus textuel manuscrit, donc lus et évalués juste une seule fois. Par contre, les textes, les articles, autrement dit, donc corpus textuel numérique, sont lus et révisés d'une façon permanente, en effet. Alors, pardon. La majorité, en effet, dans le corpus textuel manuscrit n'était pas capable de produire en fait un texte descriptif et argumentatif cohérent comme il faut. Par contre, dans le corpus textuel numérique, ils ont réussi à produire en fait des textes cohérents à l'aide des francophones et natifs. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer dans la diapositive suivante, dans le corpus textuel manuscrit où j'avais demandé aux apprenants le degré de motivation de l'écriture quand on écrit un texte à la destination de leur prof, ils étaient peu motivés. Par contre, ils étaient très motivés quand ils écrivent en fait des textes à la destination des natifs et francophones. Vous pouvez le remarquer là tout de suite. Donc là, c'est le taux de motivation de l'écriture collaborative entre les apprenants et les natifs francophones où ils ont rédigé des textes et publiés sur Wikipédia. Donc le degré, on remarque qu'il y a 16 étudiants qui ont répondu par, en fait, le degré c'est 6 sur 6. Autrement dit, ils étaient trop motivés. Et 5 aussi, sur 5 sur 6, pardon, qui étaient aussi motivés. Donc on remarque aucun étudiant qui a répondu 1 ou 2 ou 3. Autrement dit, la majorité des étudiants, voire presque tous, sont motivés quand il s'agit d'écrire un texte en collaboration. Or, quand on écrit un texte juste à la destination de leur prof, elle était vraiment, comme vous pouvez le remarquer, la majorité, ils ont répondu par 1 ou 2 ou 3 sur 6, ce qui signifie qu'ils étaient peu motivés, en fait, peu motivés quand ils écrivent un texte juste à leur prof. Donc là, je vous montre en vitesse un échantillon représentatif de corpus textuel manuscrit sous format papier. Là, il s'agit de l'échantillon représentatif de corpus textuel numérique. Vous pouvez le remarquer donc à votre droite. Vous voyez donc le texte ou l'article qui a été publié sur Wikipédia qui s'intitule Terra. Et puis après, là, à gauche, à votre gauche, vous avez les commentaires et les feedbacks qui ont été apportés par des natifs et francophones pour les apprenants palestiniens. Là aussi, il s'agit aussi d'un autre texte, article publié qui s'appelle Beit Nouba. Là, troisième texte, Oussan. Pareil aussi ici, il s'agit des commentaires, des questions, des échanges entre les apprenants et également les natifs à propos des textes, parce que des fois, il y avait eu des malcompréhensions de quelques passages dans le texte. Voilà donc là le groupe Facebook fermé que j'avais créé pour l'échange entre les apprenants et les francophones et natifs. Voilà. Alors, en effet, pendant ou même avant l'expérimentation, j'avais en fait quelques problèmes que j'avais rencontrés.
Premièrement, au départ, j'avais du mal en fait à mettre en contact. Je me suis dit, comment je vais faire pour mettre en contact les apprenants avec des natifs? Je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée de créer une page sur Facebook, de le mettre tous les côtés, les deux côtés, en fait, côté français, côté palestinien, en contact, comme ça, ils peuvent échanger. La deuxième difficulté que j'avais eue, c'était en fait, il y avait certains participants francophones et natifs, et ils n'étaient pas en effet trop familiarisés avec l'utilisation de Wikipédia, surtout comment on utilise la fonction discussion sur Wikipédia. Donc là, ça a été réglé par leur demander de poster leurs commentaires, leur feedback sur le groupe Facebook qu'on avait créé. On a dit c'est plus simple. Et en fait, la troisième et la dernière difficulté que j'ai eue, c'était il y avait un article qui a été refusé car il ne respecte pas les critères de Wikipédia, entre autres la neutralité, la clarté et le respect de l'autre. Pourtant, on avait rappelé ces tous critères-là aux apprenants, mais hélas, il y avait un article 109 qui a été refusé. Et pour conclure, donc je pourrais conclure par dire que l'apprenant palestinien peut être un acteur social dans son apprentissage si on l'implique dans une telle expérience. Le projet collaboratif en ligne avec des francophones et natifs. Deuxièmement, je pourrais dire également qu'on pourrait mettre en place une réelle approche collaborative, en fait, même si dans un contexte exolingue. Et enfin, l'intégration des technologies de l'information et de la communication est un facteur fort de motivation pour l'apprenant palestinien et c'est d'ailleurs une nécessité pour eux. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, si vous le permettez. Oui, bien sûr, allez-y. En fait, moi, je trouve que votre expérience est très riche et enrichissante à la fois. Et je voudrais savoir, vous, en tant qu'enseignant, comment vous avez rencontré certainement des problèmes. Et moi, je trouve le problème majeur, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. La fracture numérique, c'est que parmi les apprenants, il y a ceux qui ont les moyens et d'autres qui n'en ont pas. Donc, comment vous avez pu résoudre ce problème? En fait, heureusement, dans le cadre de mon projet, tous les étudiants étaient équipés d'un ordinateur portable et d'Internet. Donc, ce qui n'a pas posé des problèmes au niveau technique et au niveau… voilà. OK, merci. Je vous en prie. D'autres questions? D'autres remarques? Moi, j'ai pas eu plutôt, c'est pas une question, mais je me permets une remarque. Je nous félicite d'avoir les mêmes idées, tout notre collectif pédagogique, parce que nous, on avait créé aussi des articles sur Wikipédia, donc c'était plutôt les articles sur Wikiversité, sur sur l'histoire un tout petit peu sur la littérature russe et autre chose. Donc, on est dans le même trajet et donc c'est vraiment, ça paraît fructueux au niveau de l'enseignement, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de l'apprentissage pour les apprenants. Alors, merci aussi d'avoir pensé ensemble. Donc, on est vraiment dans une communauté. Merci. C'est bien, merci. Je peux aussi intervenir rapidement. On a fait quelque chose de semblable, mais nous avons comparé avec les collègues la qualité des productions qu'il rendait à l'enseignant dans Moodle,
qu'il faisait sur Facebook, dans notre groupe de discussion Facebook, et qu'il faisait ensuite dans des forums de discussion ouverts pour des étrangers, enfin à tout le monde. Oui. Vous savez, même s'ils disent qu'ils aiment bien aller quelque part sur Facebook, etc., mais au niveau de complexité du texte produit, finalement, c'était le texte fait pour l'enseignant qui remportait. Donc, ce qu'ils aiment et ce qui est bon pour la santé n'est pas toujours le Alors, même. Ce n'est pas évident, ouais. Racing, toi, je. Наш ядерний АТО. НАТО, вискосоркой, ачу, ВБАЧу. Ага, бери. D'accord. Alors, maintenant, peut-être nous pouvons passer à la communication de M. Mohamed Amin Belkacem. Alors, la parole, je vous donne la parole. Oui, est-ce que vous êtes ici? Alors, Bonjour. Bonjour. Vous Mais m'entendez? il faut que la personne précédente coupe le partage de l'écran. oui, alors attendez, j'essaie de le faire. Arrêtez normalement. C'est bon, ça a été réglé? Voilà, C'est bon. merci. Donc, je vais juste partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, mon écran est partagé? Oui, Mohamed. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, vous voyez? Pardon. Oups, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je vais commencer, pardon, pour ne pas trop tarder. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, je vais, sans trop tarder, je vais entamer l'exposé de ma communication intitulée « Pour une meilleure acquisition de la morphographie flexionnelle au supérieur », qui tourne autour d'une problématique s'intéressant à l'orthographe grammaticale ou à l'orthographe des accords. Comment améliorer la réussite des étudiants en morphographie flexionnelle et par là même réintégrer la norme au supérieur sans toucher ni à l'architecture des modules déjà en place ni aux objectifs qui leur sont assignés. C'est en partant de cette interrogation que nous avons mis en place un dispositif de remédiation ciblant les étudiants de première année au département de français qui s'étale sur un semestre. Le dispositif se base sur les ateliers de négociation graphique qui offrent des moments d'interaction et de verbalisation de raisonnement, permettant au bout du compte la reconstruction des procédures cognitives mises en œuvre en morphographie. Notre recherche part d'une hypothèse principale selon laquelle l'enseignement-apprentissage de l'orthographe ne serait efficace que lorsqu'il s'appuie sur des activités se basant sur la verbalisation et les interactions des apprenants. Ces activités sont appelées ateliers de négociation graphique ou désormais ANG. À travers les verbalisations et les interactions, ces ANG nous aideraient à mieux cerner l'échec, à identifier les défaillances et les raisonnements non pertinents, en offrant des moments d'échange et de débat aux apprenants à propos de leurs propres difficultés orthographiques. Ces activités permettent non seulement la manifestation des raisonnements non pertinents, mais de les faire correspondre à la norme. Par ailleurs, les ateliers de négociation graphique permettraient aux apprenants la maîtrise du langage grammatical, outil indispensable pour bien raisonner sur les graphies. Ipso facto, ce dispositif nous aiderait à améliorer la réussite des apprenants en orthographe grammaticale. Comme vous pouvez le voir, le projet répond aux critères classiques de l'expérimentation, à savoir pré-test, intervention et post-test. Pour ce faire, nous avons dicté un court texte qui est très connu, le texte de Fénelon, Les arbres, qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes orthographiques, notamment en France. Ce dernier englobe nombreuses difficultés relevant de l'orthographe des accords. Ces items sont soulignés, comme vous pouvez le voir. Ce texte donc sera dicté pour unifier les outils de mesure. Ce texte sera dicté au début, lors du pré-test, et à la fin, lors du post-test. Dans le but d'analyser les erreurs des étudiants relevées sur les copies des étudiants, nous avons mis en place une grille
qui s'inspire de la grille d'analyse de Nina Katash. Cette grille donc, englobe 50 traits, les 50 traits principaux, l'accord des noms, des adjectifs, l'accord sujet-verbe, l'accord des participes passés, mais aussi la distinction des homophones et grammaticaux. Nous avons aussi recouru à l'analyse quali-quantitative qui permet de traiter et l'aspect statistique, mais aussi qui nous permet un traitement qualitatif en s'intéressant aux cas pris isolément, notamment dans le cadre des interactions et des verbalisations. Le graphique démontre donc les résultats obtenus lors de ce pré-test, des résultats très rapprochés. Le groupe témoin et le groupe expérimental ont totalisé des performances qui se rapprochent considérablement, mais aussi, on peut aussi observer que les taux d'échec sont des taux relativement élevés. Donc, ce qui impose une intervention plus ou moins urgente pour remédier, pour apporter des solutions opératoires et opérationnelles aux difficultés constatées. Nous nous interrogeons présentement sur les causes de l'échec. Que cachent en réalité ces performances? Nombreuses sont en effet les causes de ce dysfonctionnement à géométrie variable, dirions-nous, à commencer tout d'abord par l'absence de raisonnement pertinent, absence ou non-activation de procédures cognitives adéquates, absence de toute conscience des relations morphosyntaxiques, absence de vigilance orthographique et grammaticale, oubli massif de quelques règles régissant quelques accords, incapacité de mobiliser quelques règles dans des circonstances particulières d'écriture, inattention, on parle des contraintes scripturales, ou encore l'indifférenciation des entités variables et invariables, indifférenciation des différentes parties du discours, et autant d'autres raisons que nous avons pu observer lors de nos différentes analyses. Ainsi, donc, prenant acte de toutes ces difficultés, nous avons mis en place un dispositif qui s'étale sur un semestre, 30 séances, à raison d'une heure 30. La première phase qui dure 14 séances a pour objectif d'initier l'apprenant aux différentes parties du discours. Avant cela, aux parties variables et invariables. Donc, c'est une partie ça a pour objectif de conscientiser l'apprenant aux différentes natures que peut prendre le mot. Tout d'abord, variable et invariable, et puis les différentes parties du discours, en axant notre travail sur les parties variables, bien sûr. Donc, cette première phase est une phase d'initiation à notre projet, mais aussi au module de grammaire qui est programmé dans la première année licence de français. Donc, ce sont en effet des connaissances fondamentales et indispensables qui permettent à l'apprenant d'aborder tout type d'enseignement dans le cadre du module grammaire. La deuxième phase, c'est le point nodal de notre intervention, de notre dispositif, et qui peut être résumé aussi par ces cycles séquentiels, qui s'appuient en grande partie sur les ANG. Chaque séquence commence par une dictée dialoguée. Cette dernière, contenant le maximum d'items relevant du fait graphique cible, nous sert de prétexte pour entamer la séquence. La reconstruction des règles d'accord en rapport avec la compétence cible constitue la deuxième phase de chaque cycle. Ce cycle se répète 4 fois pour cibler les 4 domaines: accord des noms, des adjectifs, des verbes et des participes passés. Le 5e domaine relatif à la distinction des homophones est traité à l'intérieur de tous les cycles dans le cadre de phrases dictées ou phrases données du jour. En outre, nombreux exercices portant cacographie, je répète cacographie, sont proposés aux apprenants tout au long du processus de remédiation. La cacographie nous permet en effet de diversifier et de varier les exercices proposés. L'exercice a pour objectif d'améliorer la vigilance orthographique des apprenants, de la rendre plus opérationnelle et plus opératoire.
Place maintenant au résultat de notre intervention. En un semestre seulement, la réussite du groupe soumis à l'intervention didactique s'est améliorée considérablement. Le dispositif mis en place a réussi à inverser la courbe de l'échec, qui prend désormais une tendance dégressive. Les données collectées démontrent clairement que les étudiants améliorent et de manière remarquable leur performance, comme nous pouvons le voir dans ces différents graphiques. Ceci dit, donc, ces données démontrent l'efficacité du dispositif mis en œuvre, qui s'appuie sur les ANG, bien sûr, et qui s'avère être une solution écologique, voire même efficace aux différentes difficultés engendrées par la morphographie flexionnelle. L'hypothèse émise se trouve validée. Les verbalisations et les interactions sont la clé de l'évolution des conceptions des apprenants. Les activités mises en place ont permis aux apprenants de prendre connaissance, mais aussi et surtout conscience de leurs propres difficultés. La part de l'échec demeure désormais réduite, laissant place aux graphies normées à la réussite. Le dispositif didactico-pédagogique mis en œuvre permet d'améliorer la réussite des étudiants en orthographe grammaticale. Ce dispositif semble aussi efficace et adapté même pour les classes comptant plus de 30 étudiants. Plus de verbalisation, plus de réussite. Ce dispositif s'avère ainsi très adapté aux classes surchargées. D'ailleurs, il est très souhaitable d'avoir une classe plus ou moins chargée afin d'avoir plus de verbalisation, plus d'interaction, donc plus de réussite au bout du compte. Mentionnons aussi un autre point positif et non des moindres, qui concerne cette fois-ci la dictée dialoguée. Cette dernière a permis à nombreux étudiants d'améliorer leur réalisation phonique. À défaut, elle a permis aux apprenants de prendre conscience de leurs difficultés articulatoires. D'autre part, la dictée dialoguée, aussi bien que les autres activités et exercices, offre des moments d'expression orale. Les divers faits graphiques s'avèrent ainsi d'excellents prétextes incitant les apprenants à s'exprimer. J'espère que je n'étais pas très long. Merci de votre écoute. Merci pour votre communication. Il nous reste très peu de temps pour les questions. Peut-être une question s'il y a quelqu'un qui... Pardon, je vais rétablir la vidéo. Sinon, alors je vous propose de poursuivre les discussions en privé après la séance parce que il nous reste seulement 2-3 minutes et je voudrais bien, je vous remercier toutes et tous d'avoir participé dans cette séance et bientôt nous allons nous retrouver dans l'espace commun. Vous devez choisir la séance où vous voudriez participer de 14 heures. Voilà. Donc, j'ajoute quelques mots. Donc, vous devez quitter cette séance, mais vous devez rester un petit peu dans la séance commune pour écouter encore une petite présentation avant de passer à la pause de déjeuner. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Simplement.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Alors, heureusement, parce que hier, je ne sais pas, je n'ai pas pu me faire écouter. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter très brièvement ma communication. Alors, je vais essayer de partager. C'est bon, vous voyez ma... Oh, ok. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation du colloque de m'avoir accordé encore ce petit espace, et je commence. Donc, voilà, je commence avec des exemples. Par exemple, dans ces notes de dégustation, pour un vin rouge, nous trouvons des mots qui attirent notre attention. Rouge léger et fruité, robe grenat intense, nez expressif, bouche vraie. Nous lisons ces notes de dégustation et ça attire notre attention parce que qu'est-ce que cela veut dire, robe pour un vin ou nez expressif, qu'est-ce que cela signifie?